Je me présente, je m'appelle Pierre Botton, je suis un ancien détenu. Et à la différence de beaucoup, moi je considère que je méritais d'aller en prison et que la justice a sauvé ma vie. Voilà, j'étais très riche, j'ai effectivement tout perdu, mais c'est pas très grave parce que je pense que j'ai trouvé autre chose, notamment vis-à-vis de mes enfants. Et je voulais vous dire que je suis très très impressionné d'être ici. Alors je ne sais pas si ça va se sentir, très impressionné et très ému. Vous voyez, vous allez voir, je suis assez cash et assez controversé. J'aime beaucoup le discours, le petit entretien qu'on a eu avec Eric auparavant et avec Paul. Comment voulez-vous que mon association, qui s'occupe de détenus, puisse lutter sur le marché associatif avec ce que je viens de voir? Vous imaginez? Vous imaginez quand vous allez voir un chef d'entreprise, et je vais vous raconter des anecdotes après, et que vous lui parlez de détenus, de mecs qui la plupart du temps sont des immigrés ou issus de l'immigration. Aujourd'hui, 60% sont musulmans, on va parler de la radicalisation. Et que, de la même façon, vous avez des professeurs de médecine, des gens qui sauvent des vies, qui ont dévoué leur vie à sauver des vies, et qui viennent, avec ce que je viens de voir, des regards d'enfants, ou ce que j'ai vu tout à l'heure dans le couloir, un jeune Syrien, je crois, à qui vous avez remis une main et un pied. C'est hyper violent pour moi. Comment vous expliquer? Je vais vous le raconter en une anecdote. J'étais avec M. Gattaz, qui est le président du MEDEF, et puis je venais, comme vous devez tous le faire ici, chercher des ronds. Puis à un moment, vous voyez, là je vois que je retiens votre attention, puis à un moment son attention part. Et je lui dis, je ne vous intéresse plus? Il me fait, si. Mais cherchez une cause plus difficile que la vôtre. Et il me dit, j'en ai pas trouvé. Et effectivement, quand on voit ce que vous faites vous, j'ai presque un peu honte de ma cause. Voilà, j'en ai presque un peu honte. Et la deuxième chose, il faut que vous sachiez une chose, c'est que pour moi, c'est un grand moment. Très souvent, il y a des gens qui sont des associations qui font dans les prisons, le GNEPI, les associations de magistrats, tout ça, qui nous invitent. Et j'y vais jamais, parce que ça ne m'intéresse pas de parler devant des gens qui sont acquis. Ça ne m'intéresse pas, ils sont acquis. Ce qui m'intéresse, au contraire, c'est de toucher des milieux comme le vôtre, des gens qui ont sans doute pour la plupart pas eu affaire à la prison, et de leur expliquer ce que c'est que la prison. Voilà. Alors je vais essayer de vous l'expliquer très rapidement. Paul, qui est un pro de la communication, m'arrêtera quand il le jugera utile. Je suis rentré en prison, je ne savais pas où trouver de la drogue, je ne savais pas trouver un revolver, je suis sorti, je savais trouver les deux. Je suis rentré en prison, j'étais bien élevé, même si je n'ai pas fait d'études, j'étais quand même élevé dans un milieu où il fallait respecter certains codes. Je me suis lié avec des... Je vais raconter une histoire, je suis antimilitariste. Et puis, il y a un gars qui m'a aidé quand j'étais en prison. Voilà. Il s'appelle Bob Denard. Il avait du sang sur les mains. Et Bob, pendant plus de 4 mois, il m'a permis de gagner 10 minutes de parloir. Parce qu'il se déshabillait avant moi, enfin bon, peu importe. Et donc, je me suis retrouvé redevable d'un mercenaire. Et quand je suis sorti avant lui, sa fille est venue me voir. Et elle m'a dit, papa m'a dit que vous lui deviez quelque chose. Et il faut que vous l'aidiez à faire passer quelque chose. Heureusement, j'ai eu des magistrats assez extraordinaires à qui j'ai pu parler et qui m'ont dit, Monsieur Botton, non. Donc j'ai dit non. Mais il faut avoir une putain de colonne vertébrale pour dire non. Je ne l'avais pas, c'est le magistrat qui l'a eu pour moi. Imaginez ce que c'est pour des gens qui n'ont pas d'éducation. Imaginez comment les prisons, c'est moi pas qui l'ai dit, c'est Victor Hugo, sont les écoles du crime. Ensuite, j'étais à Villefranche, j'ai fait 7 maisons d'arrêt, tout le temps en isolement. J'étais avec un garçon tout petit, 36 ans, 18 ans de prison, Ben Sherif, sans doute un des leaders de la mafia des stupéfiants. Il m'a aidé. Et quand on sort, il faut lui tourner le dos.
je vous assure, je ne suis pas un mec courageux. Il faut des couilles pour lui tourner le dos. Voilà. Donc la prison, c'est ça. La prison, c'est également, vous, ce matin, quand vous êtes levé, vous avez pris une douche, seul, dans votre salle de bain. En prison, non. C'est 3 fois par semaine. Et puis quand vous la prenez, ça peut être devant 4 autres détenus. Ça peut être également pas le jour où vous avez parloir. Donc non seulement votre famille vient vous voir dans un milieu de merde, mais en plus, vous sentez mauvais, vous puez, et vous avez le choix entre faire du sport, si vous avez pu le faire, et ne pas vous laver, ou essayer de rester le moins sale possible pour accueillir votre famille. Alors moi, je suis pour qu'il y ait des sanctions. Pas vous tromper, je suis pour qu'il y ait des sanctions. Mais est-ce que dans ces conditions-là, on peut donner un sens à la peine? Est-ce qu'on peut prendre conscience de ce que l'on a fait? Je suis depuis 20 ans en analyse à Sainte-Anne, depuis 20 ans, donc depuis que je suis sorti, parce que rien n'est facile par rapport à mon passé. Quand vous avez quelqu'un avec qui vous avez eu des relations, qui devient président de la République, est-ce que vous retournez le voir pour votre cause? Est-ce que vous retournez le voir quand vous faites des médias? Est-ce que vous faites des médias pour avoir des places dans les restaurants, pour votre cause, pour vos enfants? Il faut travailler sur tout ça, j'ai beaucoup travaillé sur tout ça. Et je vous le dis, moi je suis très admiratif de vous, parce que je disais tout à l'heure, moi je me suis occupé des prisons que quand je suis allé en prison. Aujourd'hui, le budget de l'association, c'est sans doute 6 mois de ce que je gagnais lorsque j'étais riche, à 35 ans. Et si on m'avait demandé de payer quoi que ce soit, pour qui que ce soit d'ailleurs, je ne l'aurais pas fait parce que mon argent était à moi et il devait être qu'à moi. Voilà pourquoi je considère que je méritais la prison. Mais puisque je suis devant des gens instruits, importants, notables, je vais vous dire ce qui se passe en prison aujourd'hui. Demain, vous avez Jean-Jacques Urvoas qui passe sur RMC. Je viens de RMC, je viens de lui poser une question. Je viens d'enregistrer une question. La maison d'arrêt de Villepinte, d'accord? Le 7 et 9 janvier, vous avez eu des attentats qui ont tué des juifs et des journalistes. Bon, les Français ont dit, ah, c'est pas bien. Voilà, ils ont défilé, 4 millions de personnes, très bien. Le 13 novembre, vous avez des mecs qui ont pris des kalachnikovs, qui ont tué 130 personnes, qui ont blessé 300 personnes. Les terroristes, à 75%, ils sont passés par la case prison. Et maintenant, je vais vous décrire ce que j'ai vu il y a 10 jours. Maison d'arrêt de Villepinte, Seine-Saint-Denis. 558 places, 998 détenus. 31 dorment au sol. 75% sont de sensibilité musulmane. C'est une fabrique des terroristes. Aujourd'hui, devant vous, je le dis, si jamais on ne fait rien pour cette prison, je tiens le pari, et j'aimerais ne pas avoir raison, que dans les 2 ans, il y a au moins 5 mecs qui sortent de cette prison, qui prennent des kalachnikovs et qui tirent. Voilà ce qui se passe dans les prisons françaises. Et je trouve complètement inconscient qu'on ait un Premier ministre. Je m'en fous, je ne fais plus politique, j'y crois plus. Ils m'ont trahi, j'y crois pas. Et un Premier ministre qui ose dire, dans la télé, puis tout le monde s'en fout. Oui. Il va y avoir un autre attentat. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais il va y avoir un autre attentat. Et il sait que 75% du risque, il est logé dans les prisons. Ils font quoi? Rien. Et pourquoi ils font rien? Parce que ça ne rapporte pas de voix. Parce que, je parle très franchement, quand on aide votre association, vous avez vu les sourires des gosses? Vous avez vu les corps ouverts, ce cœur qui est la vie, qui est là? Vous avez vu le truc à distance? Moi, vous voulez que je montre quoi? Des mecs basanés qui parlent l'accent des banlieues, qui crient à l'Akbar? Personne ne dit. Le 13 novembre, la minute de silence en prison, elle a été sifflée et huée en prison. Personne ne dit. Personne ne veut l'entendre. Alors, les Français, ils veulent foutre tout le monde en tôle. Allons-y. Mettons tout le monde en tôle. Mais à un moment, ils vont ressortir. Et ils ressortent comment? Et on en fait quoi? Allez, on vole une mobilette, on te met 5 ans. 5 ans.
Et tu les fais jusqu'au bout. Très bien. 5 ans, 21 ans, 26 ans, il ressort au bout de 5 ans. Dans l'état dans lequel sont les prisons actuelles, il ressort dans quel état? Je vous demande d'imaginer, vous, messieurs, dames, vous êtes 4 dans une pièce, vous êtes 4 dans une voiture. Eh bien aujourd'hui, on vous demande d'être 8. Tous les jours. D'aller au chiottes sous le regard des gens. De vous laver sous le regard des gens. De n'avoir aucune intimité. De partager la télé. Quelle chaîne? Qui? Quoi? Il y en a un qui veut fumer, l'autre qui ne veut pas fumer. La bouffe. Pourquoi, à votre avis, on laisse la drogue en prison? Parce que ça calme la détention. Voilà ce scandale dont on ne veut pas parler. On ne veut pas en parler. Ben moi, j'en parle. Voilà. J'en parle parce que je l'ai vécu, parce que c'est des choses que j'ai vues, que j'ai encore au fond de mes tripes. Puis je vais vous dire une chose, il y a quelque chose de complètement anormal. C'est que je sois devant vous, en train d'en parler, comme j'en parle. Je devrais être reconstruit, je ne le suis pas. Je devrais en avoir rien à foutre, ça devrait être derrière moi, ça ne l'est pas. Je devrais pouvoir être dans une pièce où il y a des barreaux sans me dire « Putain, je suis content, je suis dehors ». La prison a failli, la justice a réussi avec moi. Mais la prison a failli. 3 ans, je suis devant des médecins. 3 ans pour me sevrer tous les médicaments que j'ai absorbés en tôle. J'aurais pas pu commencer ma psychothérapie en tôle. J'aurais pas pu comprendre en prison déjà que j'avais fait des conneries, que personne m'avait mis un revolver sur la tempe pour faire des fausses factures, embaucher le directeur de cabinet, payer les mecs et tout ça. J'aurais pas pu le faire en prison, ça. J'aurais pas pu faire venir mes enfants en prison. Moi qui n'avais qu'une considération, c'est qu'ils prennent l'avion privé, que les pales de l'hélicoptère tournent quand on arrive, et qu'ils voyagent, qu'ils aient tout alors qu'ils n'en avaient rien à foutre. J'aurais pas pu le comprendre d'ores et déjà en prison. Voilà. Donc j'ai essayé avec ce que je sais, alors on se bat. Pourquoi j'utilise les médias? Et là, j'ai trouvé un réconfort terrible avec Eric. Terrible. Fantastique. Parce que je crois que j'ai trouvé plus extrémiste que moi. Il me dit j'ai le droit de tout utiliser. Moi, je ne me permets pas ça, Eric. Mais voilà, c'est un moment de réconfort incroyable, les 5 minutes qu'on a passées ensemble. Et de justification, presque, parce que moi, je me sens toujours coupable de tout. Hein. Donc, de justification. Et merci beaucoup. Merci beaucoup de nous recevoir. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, je veux dire, première action, c'est on a permis au carnet de notes des enfants d'être signé, parce que moi, quand j'étais en tôle, présumé innocent, je ne pouvais pas le signer le carnet de notes de mes gosses. Donc mes gosses avaient qu'une seule signature, comme si j'étais mort. Voilà, c'est comme ça qu'on passe la délinquance de celui qui a commis des fautes à ses enfants. Ensuite, qui concerne les médecins, aujourd'hui, quand il y a un acte médical, ben aujourd'hui, les médecins, les détenus peuvent signer les actes médicaux de leurs enfants s'ils doivent être opérés. On peut rentrer les photos des gosses. Et puis, je vais vous dire ce que c'est que la pénitentiaire, parce que c'est quand même un truc, vous ne pouvez pas l'imaginer. Vous voyez ce que c'est qu'un post-it, hein? Vous voyez un post-it? Eh bien, il y a encore 2 ans et demi, il y a un monsieur magnifique qui s'appelle monsieur Delarue, qui était le contrôleur des lieux de privation de liberté. Il m'appelle, il dit Pierre, il y a un truc auquel j'arrive pas, peut-être que vous pouvez y arriver. Et il me prend un post-it, il me dit voilà la taille que doivent avoir les dessins d'enfants pour rentrer en prison. Un post-it. Il y a un mec, j'ai la circulaire, hein. Il y a un mec, quelque part dans un bureau, je ne peux pas les voir hein, dans les bureaux. Il y a un mec qui a signé, ouais putain on va mettre les post-it, ouais, c'est bien tout ça. Et il a signé le mec. Parfait. Alors, je suis allé dans les médias, partout. Puis, bougez pas. Puis j'ai demandé un rendez-vous, président de la République, Nicolas Sarkozy à l'époque. Il s'avère que je le connais depuis 24 ans. Puis j'ai pris une feuille, je l'ai coupée en 2, 3, 4, je l'ai mis devant lui, une grande, une petite, tout ça. Et je lui dis, tiens, Nicolas, quand lui te fait un dessin, il te le fait sur quel schéma? Bien sûr, il prend la grande feuille. Je lui dis, ben ça rentre pas en prison. Et à partir du moment où il en a pris conscience, à votre avis, ça a mis combien de temps pour se mettre en place? Parce que quand vous faites une connerie, vous dans votre métier c'est mortel, hein, c'est le cas de le dire. Mais quand vous faites une connerie, vous essayez de la rectifier rapidement. Ils ont mis 9 mois. Pendant 9 mois, les gosses n'ont pas pu faire rentrer leur grand dessin.
Et je ne dois pas aller dire, moi, dans les médias, le nom du mec qui a fait ça? Mais bien sûr que je l'ai dit. Et bien sûr que je l'ai fait. Parce qu'il ne recommencera pas. Parce que là, sa femme, quand elle va chez le boucher, elle dit, mais dites donc, le mec là, oh, bah, c'est bizarre, il a prononcé votre nom. C'est vrai que vous avez fait que les dessins d'enfants, ils ne peuvent pas rentrer? Et il se magne le cul. Et je crois qu'à ça, moi. Je ne crois qu'à cela. Aujourd'hui, vous avez, voilà, Jean-Jacques Urvoas nous a aidés dans plein de choses, quand il n'était pas garde des Sceaux, bien sûr, parce qu'il est évident que dès qu'il devienne garde des Sceaux, il y a une malédiction place Vendôme. Dès qu'il passe, hop, la mémoire est perdue. Tout ce qu'ils avaient dit avant, ça part. Taubira, magnifique, le mariage pour tous, vas-y, machin, tout ça. La seule chose, c'est qu'en 1980, elle avait quelqu'un qui était incarcéré, et encore aujourd'hui, elle s'est cassée, et on ne se lave toujours pas tous les jours en prison. Bravo. Magnifique. C'est une femme politique, basta. J'ai rien d'autre à dire. Urvoas, il est pour l'encellulement individuel, c'est-à-dire que chacun puisse être seul en prison. On va voir. J'ai pas de doute. Passons aussi. Donc ce que je dis, c'est que c'est un vrai combat que je mène, comme vous le voyez avec mes tripes, que je mène en vous parlant, parce que je pense que demain, peut-être, après-demain, vous verrez que c'est différent. Je ne vous le souhaite pas. Sachez qu'aujourd'hui, on va en prison parce qu'on détient du cannabis. On va en prison parce qu'on a des mauvaises relations et que nos enfants, la drogue envahit les lycées. Un jour, le gamin, ils ne peuvent pas se payer les trucs, on lui demande de dealer, il deal, pas de cul, hop, il se fait prendre avec le deal, paf, il va en tôle. Il va en tôle, ne serait-ce juste pour se défendre. Hein. Je vais vous raconter une anecdote de quelqu'un que vous connaissez sans doute tous, c'est Jean-Jacques Debout. Jean-Jacques Debout, il a un problème avec l'alcool. D'accord? Il va, il fait une soirée, il sort bourré, il prend son permis, il prend sa voiture, pas de cul, il rentre dans le cul d'une voiture de police. Les mecs sortent, ah, Jean-Jacques Debout, ah, on fait un interview, puis il y en a un qui dit, non, mais attends, on va vérifier quand même s'il a son permis. Plus de permis. 2 mois ferme, tout de suite. Comparution immédiate, 2 mois ferme, tout de suite. Et il faut savoir ce que ça veut dire, ça, messieurs, dames. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes en garde à vue, si vous êtes présumé innocent, vous allez rentrer en tôle, et puis on va vous dire, la première chose qu'on va vous faire, on va vous amener dans une pièce, vous allez voir le surveillant, mettre des gants, puis on va vous dire, enlevez votre veste, enlevez votre chemise, enlevez, puis vous arrivez au caleçon, vous allez dire, ben, je vais peut-être passer à travers. Et puis là, ils vont vous dire, caleçon, baissez-vous. Moi, je suis un fils de la bourgeoisie lyonnaise. Ça m'est arrivé 292 fois. Quelle pudeur vous voulez que j'ai? La prison, j'étais un mec qui ne pouvait pas se foutre à poil devant qui que ce soit. Aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Je me mets à poil mes sentiments, je m'en fous. Voilà ce qu'ils ont fabriqué. Voilà. Donc la prison, c'est ça. Est-ce qu'il y a besoin de ça? Y a-t-il besoin de ça pour faire comprendre à quelqu'un qui a dealé du shit, qui n'a pas payé sa pension alimentaire, qui a un défaut de permis de conduire? Je vais vous donner l'exemple du permis de conduire. Permis de conduire, plus de permis de conduire. Vous faites arrêter, 3 à 4 fois, il y a un monsieur, ça faisait 36 fois qu'il ne mettait pas la ceinture. Bon. Il a pris 4 mois ferme. 4 mois ferme. On l'a mis, parce qu'en prison, il doit y avoir des flics, il doit y avoir des routes, il doit y avoir des piétons, il doit y avoir une bagnole. Il a appris à mieux conduire, le mec? Ça n'a aucun sens. Un gamin des cités qui a piqué des trucs, qui a dealé et tout ça, il va en prison, il trouve tous ses potes. Il s'en fout. Il s'en fout. Mettez-le sur un chalutier, à 6 plombes du mat, à tirer les filets, à faire les crevettes, ce que vous voulez. Là, il ne va pas s'en foutre. Là, il va être avec des mecs qui vont le visser, il va être loin de son milieu. Mettez les mecs d'accident de la route, mettez-les à Garches, je ne sais pas vous qui êtes tous des sommités, mettez-le à Garches pendant 4 mois à pousser les trucs ou à voir le gamin là. Croyez-moi, ça va le calmer. C'est ça. La société préfère enfermer et s'en foutre. Voilà. Donc voilà quel est mon combat. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je suis à votre disposition. Je voudrais que tu nous parles un peu de la radicalisation et surtout nous expliquer qu'est-ce qu'il y a de différent entre le système carcéral français,
je dirais, allemand ou anglais, ou, enfin, je dirais dans les critères européens, parce que j'imagine que tu as dû le... Alors, il faut juste que vous sachiez qu'en France, on pense qu'on incarcère plus qu'ailleurs. C'est faux, on incarcère moins qu'ailleurs. Voilà, moins que nos partenaires européens. Mais on incarcère beaucoup plus mal. Dans tous les pays nordiques, par exemple, il y a une chose, c'est qu'on lutte contre la récidive dans des prisons ouvertes, des prisons dans lesquelles il y a des formations, dans lesquelles les familles ont le droit de venir, ce qui s'appelle des unités de vie familiale, où le sexe n'est pas tabou, par exemple, où les rapports avec la famille ne sont pas tabous, où il y a énormément de... J'ai juste vous donner des petits exemples sur la radicalisation. Nanterre, je crois, c'est 1036 détenus, ou quelque chose comme ça. Évidemment, il y en a encore 70% de sensibilité musulmane. Un imam, un seul imam. Et la prière du vendredi, la salle, elle fait 60 places. D'accord? Donc, vous avez 600 mecs qui ne peuvent pas assister à la prière du vendredi. Et donc, ces gens-là, ils écoutent un discours. Quand ils sont... C'est une spirale qui est très compliquée. Hein. Nous, par exemple, on enlève les barbelés autour des terrains de sport. Non pas parce que je veux enlever les barbelés autour des terrains de sport, c'est parce que ça crève 2500 ballons par an. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'au mois d'octobre, il n'y a plus de ballons, on ne peut plus jouer au foot. Donc les mecs restent en prison, restent dans leurs cellules. Et là, dans leurs cellules, les imams autoproclamés leur disent: tu vois ce que fait la France? Tu vois la France? Tu vois comment ils nous traitent? Et là, c'est parti. Le discours est pris. Et le discours, il est pris. Je vous répète, je suis bien sûr plus faible que les autres, et j'ai été plus faible que les autres en prison. Mais quand même, ce discours, il prend ce discours. C'est-à-dire, quand vous êtes 24 heures sur 24 avec quelqu'un qui vous répète quelque chose, que vous êtes en pleine situation de détresse ou de fragilité, et ainsi de suite, c'est parti. Donc, il leur donne le Coran, et le Coran, ils leur disent: tu dois l'appliquer comme il est lu. Tu ne dois pas réfléchir. Tu dois l'appliquer comme il est. C'est comme si on disait aujourd'hui aux catholiques d'appliquer les lois de la religion comme au temps de l'Inquisition. Voilà. Eh bien, les mecs ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas parce qu'ils sont dans un univers où ils sont... Tout est fait contre la République. Tout est fait contre les lois qui les incarcèrent. Tout est fait contre ça. Donc, ils se montent tout seuls, et quand ils sortent, c'est mort. C'est mort. C'est extraordinairement facile. Ils n'ont pas de sens à leur vie, on leur donne un sens à leur mort. Voilà. C'est très simple. Et j'ai vécu un moment incroyable avec Monseigneur Barbarin, qui est venu à Fresnes, et il était avec sa tenue noire d'homme d'église et sa croix, et les détenus, quels qu'ils soient, hein, musulmans, venaient à lui. Ils venaient à lui. Parce qu'il était dénué de tout, c'était un homme d'église, donc il venait à lui, il lui parlait de façon incroyable. Il y a des surveillants qui sont venus, qui ont voulu qu'il le baptise, enfin peu importe. Ce que je veux vous expliquer, c'est que dès que vous avez quelqu'un qui est dénué d'intérêt, en apparence, hein, d'intérêt, comme les imams autoproclamés, ils vont les écouter, et le système est en place. Alors je ne parle même pas de déradicalisation, parce que déradicalisation, je ne sais pas faire, je ne sais pas ce que c'est. Alors nous, on essaye d'éviter la radicalisation en faisant beaucoup d'activités, en les mettant au contact de gens modérés, de musulmans modérés, qui leur expliquent, qui leur redonnent le pouvoir de la réflexion. Par exemple, Mahomet dit-il qu'il faut tuer? Alors si c'est moi qui le dis, tout le monde s'en fout, mais si c'est un musulman qui le dit à un autre musulman, là c'est plus compliqué. Donc là, tout doucement, les gars comme ça, défont tout un endoctrinement qui est réalisé, et je crois qu'ils y arrivent. Et puis tout doucement, si vous voulez, la pratique du sport, il faut tout utiliser. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu disais, c'est qu'il faut tout utiliser. Aujourd'hui, il s'avère que les stars de ces gamins, c'est les joueurs de foot. Bon, c'est les joueurs de foot. Ben moi, je préfère les voir jouer aux joueurs de foot avec Matuidi, machin et tout ça, plutôt que les voir se faire endoctriner. Voilà, donc nous, on essaye de faire venir les joueurs de foot à l'intérieur des prisons, qui leur donnent le sens de l'effort, qui leur donnent le sens du travail, le sens de l'entraînement, qui les gars leur disent: on revient la semaine prochaine, mais il va falloir que tu te sois entraîné, il faudra que tu aies perdu 1 kilo, machin et tout ça. Et donc les gars, et ça marche, voilà. Donc là aussi, nous, on s'autorise assez tout, de telle façon à éviter ce massacre. Enfin, quand vous êtes avec 998 détenus pour 558 places, c'est extrêmement difficile. Donc j'aurais aimé savoir ce que vous proposez, peut-être, pour améliorer ça. Vous avez donné des exemples sur, par exemple, des missions d'intérêt général, comme par exemple, effectivement,
je sais pas, on fait un délit de fuite et après on va pousser des paraplégiques dans une agarche, ce que je trouve absolument formidable. De façon un petit peu plus globale, est-ce que vous avez une idée un petit peu de la façon non politique, puisque vous l'avez dénoncé, en fonction de votre expérience et peut-être de gens sincères que vous avez rencontrés, qui ont quand même un certain nombre de solutions à proposer, une idée de voir comment on pourra faire évoluer les choses autrement qu'elles ne l'ont fait jusqu'à présent? Alors, on va prendre du plus grand au plus petit. Pour moi, les terroristes, je sais que je suis absolument très mis en accusation par tous les humanistes, mais pour moi, les terroristes, c'est des gens qui veulent faire la guerre. D'accord ? Ils sont aujourd'hui 125 incarcérés en France sur 70 000 détenus, 69 000 détenus. Je pense sincèrement qu'il faut les faire garder par l'armée. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est quelque chose de tout à fait différent. Ce sont des gens qui sont capables de se faire sauter. S'ils se font sauter, ils accèdent au paradis. Donc, vous ne pouvez pas mettre en face d'eux des surveillants qui ne sont pas armés, et un jour ou l'autre, vous allez avoir un mec qui va prendre un couteau, c'est très facile de se fabriquer un couteau en prison, qui va prendre un surveillant et qui va l'étrangler. Et après, il va dire, moi je me tue. Voilà, ça arrivera. Donc, pour moi, les terroristes, il faut les isoler, les faire garder. Ils sont en guerre, il faut les mettre en guerre. Première chose. Deuxième chose, je pense, là j'ai choqué beaucoup d'entre vous, il y a tout un ensemble de gens, je pense qu'il ne faut surtout pas qu'ils aillent en prison, parce que les prisons sont dans l'état actuel. D'accord ? Quand les prisons sont dans l'état actuel, ils vont juste être au contact de gens qui vont, que ce soit la délinquance, que ce soit la radicalisation, mais qui vont les faire poursuivre leur parcours dans la récidive. Donc ces gens-là, nous avons ouvert un centre dans l'Isère, on les prend, on leur impose d'être là de 7h à 19h. Ils doivent suivre une formation, suivre de la psychologie, des cours de permis de conduire, des cours des activités sportives et culturelles. Ils ont un tuteur, un formateur, on a un rapport de 1 pour 1, c'est-à-dire un détenu ou condamné et un formateur ou tuteur. On a une ligne ouverte 24 heures sur 24 où les gars peuvent appeler si jamais ils sont sur le plan de basculer, c'est-à-dire ils sont dans leur cité, il y a un gars qui leur propose quelque chose, ils peuvent appeler de telle façon, parce que moi c'est toutes des choses qui me sont arrivées, donc de telle façon à pouvoir quelqu'un au téléphone pour pouvoir parler, et on les entoure de gens qui sont des gens dont c'est le métier. On parlait tout à l'heure du Canada, le psy par exemple vient du Canada. On va ouvrir le même dans les Hauts-de-Seine pour le chocolat, parce que dans tous les métiers de bouffe, il y a une formation et il y a quelque part une culture du travail, une culture de l'encadrement, une culture de l'apprentissage. Voilà, ça c'est la deuxième des choses. Tout ce qui est délinquant sexuel, nous on s'en occupe pas. Il faut savoir que nous, nos mécènes représentent 4,5 millions d'employés dans le monde. Donc on est dans les mains de nos mécènes. Et si vous allez voir un petit film, je ne sais pas si on peut le voir, le petit film des personnalités, c'est très court, c'est pas du tout le même style que le tien, Eric, voilà, c'est plus showbiz. Et vous allez voir un petit film qu'on a voulu mettre sur le site d'AXA. 5 jours après, on a dû le retirer. Parce qu'au départ, ça s'appelle les personnalités, je crois qu'il avait à côté. Pierre Botton a eu une idée formidable, tenter quelque chose pour que la personne se réinsère dans la société. Je soutiens l'ensemble contre la récidive. Il n'y a pas 50 assos qui font un travail aussi bien. Et voilà, je suis convaincu par le projet. Si je soutiens Ensemble contre la récidive, c'est pour aller vers une société plus sûre, protéger votre famille, vos enfants. Une fois que la personne a payé, la société n'a pas encore pardonné. Je parle de la réinsertion. J'espère que cette entreprise permettra de passer de l'état moyenâgeux des conditions de détention aujourd'hui à une espèce de renaissance. Le premier jour de prison, pour un jeune ou un moins jeune, doit être le premier jour de la réinsertion. Pourquoi soutenir Ensemble contre la récidive ? Tout simplement parce que cette association me semble s'atteler à un travail fondamental, réidentifier des gens qui ont perdu tous leurs repères. Et donc ces gens qui, pour la première fois, ont fait une erreur dans leur vie, à repartir du bon pied. J'estime que certaines personnes qui ont fait des erreurs ont le droit d'avoir une deuxième chance. Ce qui est important, c'est une fois qu'ils sortent de détention et de prison, ils puissent vite se reconnecter à la vraie vie. Il faut que la première minute d'incarcération soit en même temps la première minute de réinsertion. Si je soutiens Ensemble contre la récidive, c'est que j'ai eu l'occasion d'aller visiter 2 fois une prison. Donc je pense qu'il faut que cet endroit soit un lieu qui permette à des gens qui ont été condamnés de sortir meilleurs.
pour que la première minute de condamnation soit aussi la première minute de réinsertion. C'est très important pour moi de soutenir l'action d'Ensemble contre la récidive. Autant d'énergie, de personnalité, d'entreprise derrière une cause aussi difficile que la lutte contre la récidive, c'est tout simplement parce que c'est une évidence. Alors agissons, tout de suite. Ce film, on a dû l'enlever au bout de 5 jours du site AXA, parce que les gens ne veulent pas aider les prisons. Voilà. Donc, je vous parlais tout à l'heure des délinquants sexuels, nous on ne s'en occupe pas, parce que si on dit que 1 euro de chez nous va pour le gars qui a tronçonné quelqu'un ou qui a violé quelqu'un, immédiatement on va perdre le soutien de l'entreprise. Ensuite, il faudrait que les prisons soient différentes. Je pense que tous les gouvernements, quels qu'ils soient, vont maintenant, le nouveau président, quel qu'il soit, va construire des prisons. Il faut que ces prisons soient d'abord arrêtées d'enfermer le très grand criminel avec le petit criminel, ce qui se passe dans toutes les prisons françaises. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à Fresnes, par exemple, vous avez Ferrara, qui est le roi de l'évasion, qui a essayé de sauter avec des bazookas, et puis vous avez des gens qui font 2 mois. Voilà. Donc, et qui se croisent. Il ne faut pas dire qu'ils ne se croisent pas, ils se croisent. C'est pareil, vous avez tous entendu que les radicalisés étaient isolés. Non, ils sont isolés le soir. Ils peuvent être dans une salle telle que celle-ci pour suivre un cours avec tout le monde. À partir du moment où il y a un surveillant, ils peuvent être là. C'est ça l'isolement, la version pénitentiaire. Donc les prisons doivent être totalement différentes. Il faut qu'elles soient beaucoup plus grandes. Il faut qu'on puisse séparer, je répète, les détenus, les petites peines avec les petites peines, les stupéfiants avec les stupéfiants, qu'on y mette des soins, qu'on y mette des formations, qu'on y mette des activités, et qu'on fasse un vrai travail, qu'on laisse rentrer la famille. Et puis une autre chose, c'est que toutes les grandes entreprises, nous, sont prêtes à donner du travail en prison, mais quand vous payez le travail 9 € la journée, ils ont tous des syndicats, et les syndicats disent, nous, il est hors de question qu'on accepte ça. Et puis la pénitentiaire, après je suis intarissable, mais la pénitentiaire doit comprendre, je vais vous raconter juste une toute petite anecdote, parce qu'elle est très symptomatique. On vient d'ouvrir à Versailles, dans la maison d'arrêt de Versailles, des imprimantes 3D, et les femmes détenues suivent une formation numérique et fabriquent des petits objets pour leurs enfants. Et on était dans une réunion avec le directeur régional, le directeur de la prison, et le directeur de la prison, il fait quand même, vous avez vu tous les efforts qu'on a fait, ils ne mettent pas 1 €. Vous avez vu tous les efforts qu'on a fait quand même, c'est incroyable. Vous pourriez nous dire merci. Et là, je me tourne vers le directeur interrégional. Je dis, vous pouvez dire, monsieur, que quand on reçoit un cadeau, c'est la personne qui reçoit le cadeau qui dit merci, et que nos mécènes n'ont pas entendu encore un merci de la pénitentiaire. Voilà. Donc la pénitentiaire, c'est ça. Je m'oppose beaucoup. Il y a une association magnifique qui s'appelle le GENEPI, qui est les étudiants qui peuvent aller en prison. Les étudiants, ils vont passer 1 heure en prison avec un détenu, et ils attendent 3 à 4 heures. C'est inacceptable. Ils font perdurer ce système, et c'est inacceptable. Voilà, la pénitentiaire doit également... il y a énormément de gens qui veulent faire des choses en prison, énormément. Mais la pénitentiaire, qui a été habituée à ce qu'on verrouille tout, veut tout verrouiller. Mais nous, on casse le système, puisque là, grâce au garde des Sceaux actuel, mais qui ne l'était pas à l'époque, on a réuni 331 députés, et aujourd'hui, la presse peut rentrer en prison avec les parlementaires. Voilà. On essaye tout doucement de faire des choses, mais c'est extraordinairement compliqué parce que, je vous répète, notre cause, elle est nulle, elle est très difficile. Une cause de merde, souvent. Qu'est-ce que tu penses du bracelet électronique? Parce qu'on se dit pour le petit dealer, ou le permis de conduire, etc., on se dit c'est complètement fou de les mettre dans ce creuset de violence, Parce que moi je me pose toujours la question, c'est vraiment une question dans la Michu que je te pose dans la même version. C'est un peu, nous on a des patients qui disent alors le bloc opératoire c'est comment? C'est comment quand tu arrives en prison et tu arrives mettons un mercredi à 6 h de l'après-midi et comment se passent les premiers jours? Ça doit être un cataclysme. Parce que tu as dit que tu étais à l'isolement. Oui. J'ai fait... C'est pas, on s'en fout, mais il n'y a pas encore en France un détenu qui a vécu la détention comme je l'ai vécu. C'est-à-dire 602 jours en prison, 7 maisons d'arrêt, et tout à l'isolement. C'est très dur, ça. C'est extraordinairement dur.
Donc je connais bien la prison. Je crois qu'évidemment, ce qui est compliqué pour la pénitentiaire, c'est qu'on ne peut pas me raconter n'importe quoi, puis je le sais. Par exemple, tu viens de dire une chose, arriver à 18h. Tu n'arrives pas à 18h en prison. Parce que si tu as commis un délit, tu es passé devant le tribunal, et on attend qu'il y ait 10 ou 12 détenus pour les emmener dans un fourgon donc du tribunal ou qu'on s'appelle du petit dépôt, pour les amener en prison. Donc on les amène par série de 12. D'accord? Et quand ils arrivent par série de 12, ils vont arriver, allez, on va dire 21h, 22h, parce qu'il y en a toujours un qui est en audition et tout ça. Il y a 12 mecs à s'occuper. Donc là, on les met dans des cellules. C'est le premier programme qu'on a fait, qui est aujourd'hui en place dans toutes les prisons de France. À l'époque, on les mettait dans des cellules où il y avait des toilettes à la turque. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Pour s'asseoir, il n'y avait pas de banc, ils étaient obligés de se mettre par terre. Et ils n'avaient aucun droit. Donc aujourd'hui, on a fait un système qui fait que, parce qu'on peut rester 12 heures dans ces cellules d'accueil, je sais pas, il faut que vous imaginiez ce que c'est. Vous sortez de 48 heures de garde à vue, vous êtes dégueulasse, et puis vous êtes crevé, vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas où vous allez. Et vous rentrez dans un truc avec les clés, les machins, les pinces, hein, vous avez les menottes, et on vous enlève les menottes pour vous mettre dans une cage, et puis il n'y a rien, quoi. Les mecs ont pissé, enfin c'est absolument dégueulasse, des inscriptions partout, c'est horrible, quoi. Et vous ne savez pas ce qui vous arrive. Vous attendez. Puis évidemment, vous, normal, vous dites pardon, pardon, monsieur, quand est-ce qu'on va se. Surveillant. Surveillant. Pardon, surveillant, quand est-ce que. Bah, de toute façon, t'es pas prêt de sortir. T'as le temps, non? Puis là, à un moment, on vous amène, on vous fait la fameuse photo qu'on voit dans tous les films, hein, la photo. On vous prend vos empreintes, puis on vous donne un numéro. Et là, vous n'êtes que ce numéro-là, 39602, c'était le mien. Voilà. Et vous n'êtes plus Botton, Pierre ou n'importe quoi. Vous êtes 39602. Si vous perdez votre numéro, vous n'avez rien. Vous êtes des médecins, je vais vous expliquer quelque chose. On a fait des petites choses qui sont toutes simples. Dans les douches, on a mis des caillebotis. Vous voyez ce que c'est, les caillebotis dans les douches? C'est des trucs en plastique au sol. Et puis tout le monde se marrait pour faire ça. C'est juste que quand vous vous coupez en prison, parce que les douches sont dégueulasses, quand vous êtes à la maison, vous vous mettez un petit peu d'eau oxygénée ou j'en sais rien, et puis après, vous mettez un petit bout de pansement et ainsi de suite. En prison, vous n'avez pas ça, les enfants. Hein. Vous êtes là, vous êtes coupé, vous êtes rentré dans votre cellule, et puis là, vous mettez un papier au dos de la porte de la cellule, vous mettez « Je me suis coupé, est-ce que je pourrais voir le médecin ou avoir un peu d'eau oxygénée ?» Vous mettez ce papier dans la porte de votre cellule, il part le lendemain matin à 7h. Quoi qu'il arrive. Il part le lendemain matin à 7h. Donc à 7h, le surveillant prend le papier et vous ne savez pas où il est parti. Hein. Donc vous allez attendre une journée, 2 journées, rien. Parce qu'il y a des mecs qui ont bouffé des fourchettes. Le livre de Véronique Vasseur est assez extraordinaire là-dessus. Il y a des mecs qui ont bouffé des fourchettes, il y a des mecs qui ont des choses beaucoup plus trucs, qui ont des rages dedans et des trucs, bon, peu importe. Il vous avez rien. Et puis votre truc, il est en train de s'infecter. Parce que vous avez rien, vous passez sous l'eau, machin, et puis vous devenez dingue. Vous êtes dans votre cellule avec les autres mecs qui vous font chier, et qui vous disent ah ouais, mais c'est rien, attends, t'as qu'à faire ci, machin. Et puis, comme ça s'infecte, vous ne pouvez plus mettre votre chaussure. Donc vous ne pouvez plus sortir. Et quand vous ne sortez plus, en prison, vous devenez dingue. Il y a une règle en prison, tout, mais pas dans la cellule. Voilà. Et donc, ça s'infecte, vous ne pouvez plus mettre vos chaussures, vous restez. Donc quand vous avez le pied comme ça, vous dites, surveillant, ça fait 5 jours que j'ai demandé un truc, regardez mon pied, regardez mon pied. Oui, je le vois, votre pied. Voilà. C'est ça la prison. C'est ça la prison. Alors il y a une chose qui a été faite qui est très bien, c'est qu'aujourd'hui les unités médicales sont complètement indépendantes de la pénitentiaire. Mais je ne vous dis pas les rapports entre la pénitentiaire et les médecins. C'est complètement dément. C'est-à-dire que c'est complètement fou. C'est-à-dire que les médecins ont la clé pour aller en cellule, mais les surveillants ne veulent pas qu'ils rentrent en cellule. Voilà, par exemple. Voilà, c'est des choses. Donc, la prison, c'est la guerre perpétuelle, c'est un combat perpétuel, et bien sûr, là-dedans, je ne vous parle pas de tout ce qui peut se passer, de ce que c'est que le yo-yo, par exemple. Le yo-yo, c'est quelque chose que vous mettez à votre fenêtre, vous prenez un drap, vous le coupez, puis vous mettez quelque chose au bout, puis vous faites comme ça, puis le gars d'à côté a mis un manche à balai, et quand vous faites comme ça s'enroule autour du manche à balai, et ça passe comme ça. Moi, j'ai jamais fait de yo-yo parce que je suis incapable de faire le yo-yo.
Mais s'il y a un mec dans la cellule d'à côté qui voulait passer à un mec à la cellule de gauche, il y avait intérêt à ce que je mette le blanc à balai. Hein. Parce que sans ça, je me faisais défoncer en contre-promenade. Défoncer. Ah, c'est ça. La prison, c'est ça. Donc la prison, c'est l'école de ça. Je vais vous raconter une anecdote qui concerne Bob Denard. J'arrive à la prison de la santé. J'arrive à la prison de la santé, je ne la connaissais pas. J'arrive la nuit. Bon. Le matin, on me dit activité. C'était génial parce que c'est la prison de la santé, la seule prison où j'étais en contact avec d'autres détenus. Il y a une porte comme ça, puis je vois un attroupement. Bon, très bien, attroupement. Puis je me doute bien que c'est la porte de l'activité. Bon, moi je me mets à côté, il y a un attroupement devant, mais je me mets à côté de la porte. Puis là, il y a Bob qui arrive, dit rien, prend sa main, prend ma main, puis il la met là. Vous savez, vous ne bougez pas, hein, parce qu'il y a 15 mecs qui vous regardent. Hein. Je peux vous dire que c'est des armoires à glace, vous n'avez pas envie. Hein. Donc il prend la main, il la met là, puis là je sens un trou dans sa tête. Il me dit, tu vois, ça, c'est une grenade. Ici, t'es le dernier arrivé. Tu vas à la queue. Et vous allez à la queue. Hein. C'est ça la prison. Voilà. Je peux vous en raconter 100 000. Je vais en raconter une dernière qui est très impressionnante. J'étais à l'isolement à Villefranche. On dit tourner en prison, c'est-à-dire qu'il y a une courte promenade et vous tournez dans un sens. D'accord? Vous tournez. Il n'y a qu'un sens, m'expliquez pas pourquoi, j'en sais rien. Il y a un sens. Et moi, je tournais, et puis il y avait un mec quand je suis rentré dans la prison, le petit mec, le Ben Shérif, et puis je voulais surtout pas le rattraper. Donc le gars, je marchais à mon rythme, et putain, lui, il accélérait. Donc je voyais bien qu'à un moment, j'allais l'avoir dans le dos. Putain, il remonte à... Je ralentis pas, je fais rien. Il monte à mon niveau, et puis il me fait « T'es beau temps, toi ?» Je dis « Oui, oui. On va tourner ensemble. » Vous ne pouvez pas lui dire non. Hein. Et à ce moment-là, les brigadiers arrivent une armoire à glace, black, une armoire à glace. Ils ouvrent la porte, et le mec rentre. Ben Shérif, il n'accélère pas le pas. Le gars ne bouge pas, hein. Il reste à l'entrée de la prison, de la petite cellule, de la petite cour de promenade. L'autre, il arrive, il est tout petit, Ben Shérif, et l'autre est une armoire à glace. Hein. Il se met à sa hauteur, tout petit comme ça, il fait « Il n'y a pas d'air pour toi ici. » Le mec, qui est une armoire à glace, hein. Il ne bouge pas, il se tourne, il dit « Brigadier, finalement, je ne vais pas aller en cours de promenade. » Donc il sort, et puis là, le brigadier fait « Ben Shérif, c'est vous ça ?» Et il fait « Toi, tu fais ce que je te dis de faire, sans ça ta bagnole, elle brûle ce soir. » C'est ça la prison. Et je peux vous en faire... enfin voilà, je peux vous raconter le coiffeur à la maison d'arrêt de grâce, où on vous laisse seul avec le coiffeur qui est un détenu, qui a un coupe-coupe, seul, hein. On ferme la porte, et puis le mec, pendant 30 secondes, il vous met le coupe-coupe là. Ici. Je peux vous dire que là, vous ne bougez pas. Hein. Ni, faites pas. Faites rien. Et vous dites, putain, qu'est-ce qui va se passer? Et puis là, il sent, hein. C'est pas à vous que je vais parler de ça, aux gens du cœur. Hein. Il sent. Et vous ne bougez pas. Puis à un moment, il considère que c'est terminé, qu'il a vu que vous ne bougez pas, il a fait passer son autorité, et il vous coupe et il vous parle. C'est ça la prison. Qu'est-ce que ça veut dire l'isolement? L'isolement, c'est une expression qui dit on ne voit que du bleu. C'est-à-dire que vous ne voyez que des surveillants. Ils sont tout le temps les mêmes. C'est-à-dire que vous n'êtes qu'une heure par jour en cours de promenade tout seul, pas avec les autres. Vous avez tous vos parloirs tout seul. Vous êtes 23 heures sur 24 tout seul. Et vous ne pouvez avoir aucun contact avec aucun détenu. Un détenu isolé dans une prison, c'est un enfer pour le directeur de la maison d'arrêt, parce que toutes les fois que vous bougez dans la prison, on doit évacuer tous les gens. Personne ne doit vous voir. Et vous ne voyez donc personne. Alors ça fait devenir fou, quoi. Enfin, ils sont tellement cons qu'à un moment, ils ont quand même réussi à me mettre avec Buisson, qui avait tué une infirmière à Clairvaux. Et pourquoi l'isolement? Il ne faut pas financer la vie politique française. Mon travail, à moi, ma conviction, ma passion, peut-être ce que je dois faire pour me laver des erreurs passées, je dois absolument faire en sorte qu'il n'y ait pas de gosses qui soient plus marqués que les miens l'ont été. Je dois absolument essayer de tout faire pour faire en sorte que des mecs ne retombent pas. Et je dois tout faire pour qu'il n'y ait pas de mecs qui, en prison, ressortent avec une Kalachnikov et tirent sur mes enfants s'ils vont à un concert. Donc, si vous voulez, je suis dans l'immédiat.
Alors, évidemment, il y a des projets, tout ça. Vous savez, on a été entendu par la conférence de consensus. Il y a des rapports tout le temps. Dès qu'un politique veut faire un truc, il vous fait un rapport, et je te fais un rapport, et il sort que dalle. Voilà, nous, ce que l'on fait, on fait les parloirs numériques, là, qui vont être en ce mois de septembre, c'est-à-dire parloirs par Internet. Ça permet qu'il n'y ait plus d'échange de drogue pendant le parloir, ça permet de ne pas avoir de RTT, pas prendre de RTT pour voir sa famille, ça coûte moins cher, moins de surveillants, et ainsi de suite. C'est du concret, c'est fait. Ce que je trouve complètement dément, c'est que ça soit une association qui fasse ça, avec Orange, et que ce ne soit pas la pénitentiaire elle-même. Je trouve complètement dingue. Et vous savez, aujourd'hui, très dernièrement, il y a quelqu'un qui me dit, mais tu as quel rapport avec la pénitentiaire? Parce que tu travailles avec eux, puis là j'ai vu dans Paris Match, il y a une campagne où il y a écrit celle qui s'en sort bien en prison, c'est la radicalisation, ou nos prisons méritent une correction. Et ils acceptent ça? Je dis bien sûr qu'ils acceptent ça. Ils acceptent ça parce que ce que je dis est vrai, c'est la seule façon de les remuer. C'est la seule façon de les remuer. Il faut agir. Donc bien sûr qu'il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent depuis 30 ans sur la prison, mais ce que je sais, c'est qu'on est en train de construire à côté d'ici la maison d'arrêt de la santé, que personne ne sait ce qui s'y fait, personne, et qu'ils ont été quand même capables, les savants de la pénitentiaire, de déplacer la porte pour la mettre en face d'une école. On a l'impression que ce pays est parti à volo avec les mecs, et alors comme par hasard, il n'y a pas d'argent, mais pour tripler les barbelés, là il y a du pognon. Ils sont allés mettre dans une nouvelle prison, je vous parle d'une prison qui a ouvert au mois de juin, ils sont allés mettre dans une nouvelle prison une maison centrale avec 25 détenus, et à côté 600 détenus en maison d'arrêt. C'est foutu quoi. Le problème des prisons privées, je vais vous expliquer. Qu'on construise des prisons privées, qu'on fasse ce qui s'appelle des PPP, des partenariats publics-privés. Bouygues en a eu, Vinci en a eu, Eiffage en a eu et Spivatiniol en a eu. Le problème, si vous voulez, c'est que c'est une location qui est faite sur 27 ans. Donc, évidemment, ça endette le budget de la pénitentiaire de façon très loin. Le problème, c'est que ces prisons, elles sont ordonnées par l'APIGE, l'Agence pour l'immobilier de la justice, et comme elles sont construites, on ne fait pas cette sélection dont je parle pour les détenus, on impose des systèmes sécuritaires qui coûtent extraordinairement cher pour 20 détenus, alors qu'il y a 800 détenus. C'est-à-dire que si vous mettiez, la moyenne de détention en France, c'est de 4 mois et demi. Donc si vous mettiez des prisons pour les gens qui font 4 mois et demi, vous n'avez pas besoin. Je vous assure, il y a 85% des détenus, vous laissez la porte ouverte, ils ne passent pas. Ils ne vont pas sortir. Ils ne vont pas sortir. Pour 1 mois ou 2 mois, ils ne vont pas sortir, les mecs. Donc, si vous voulez, évidemment que quand vous avez des gens qui ont de très longues peines ou qui ont pris très longtemps, évidemment que eux, il faut faire attention. Il faut mettre des conditions sécuritaires assez fortes. Mais en revanche, dans les autres, non. Et je réponds à votre question. Si vous voulez construire des prisons telles que celle-ci, à sécurité légère, même si vous les construisez dans les champs ou n'importe où, ça coûte plus très cher. Et à ce moment-là, l'important, c'est l'urgence. Et je pense que la solution privée, qui ne satisfait sans doute pas au niveau fric, mais répond à l'urgence, parce qu'ils vont aller très très vite. Voilà, c'est ça qui est très important, c'est d'aller très très vite. Donc je pense aujourd'hui que de toute façon, il faut construire des prisons, voilà, vous pouvez très bien, avec des algécos, je reprends le terme des algécos, construire des algécos, vous les empilez, vous mettez des murs autour, et vous avez une prison, c'est pas besoin de mettre des trucs, et vous allez désengorger comme ça, vous voyez, je veux dire, vous allez désengorger. Et il faut faire ça très très vite. Donc nous, aujourd'hui, on se bat beaucoup, de telle façon à fournir un modèle pour que le prochain président de la République puisse appuyer sur un bouton et avoir un modèle pas cher qui puisse être construit rapidement. Et moi, je dis que ce modèle doit être construit par les détenus en plus. Voilà. Je pense qu'il faut forcer Vinci, Bouygues et autres à prendre 10 à 15%, ça a été fait sur le parc OL à Dessines, 10 à 15% de détenus qui doivent être pris, formés pour construire ces prisons. La contrainte pénale qui a été mise en place par Taubira existe, donc c'est cette peine alternative dont vous parlez. 68 contraintes pénales prononcées par les tribunaux l'année dernière. 68. Donc c'est-à-dire que les magistrats ne veulent pas l'appliquer, parce qu'elle est difficile à appliquer, d'abord, parce qu'ensuite il faut avoir des gens qui soient susceptibles de les prendre, les tiges par exemple. Moi j'ai un exemple, c'est la mairie de Cannes, qui a pris 10 détenus, enfin 10 condamnés, pardon, qui n'ont pas été détenus, pour leur faire des tiges, notamment nettoyer les trottoirs et ainsi de suite. Ils vont en passer à 40, il y a des maires qui le font. On s'oppose immédiatement à une chose, c'est que la prison, politiquement, ne rapporte pas de voix.
vous, votre association, Sauver des gosses dans le monde entier, ça rapporte des voix. Qui va aller... Enfin, vous voyez, je veux dire, vous avez un pouvoir médiatique, j'en parle de Paul qui est un pro, vous avez un pouvoir médiatique, le sourire de l'enfant qu'on vient de sauver avec une cicatrice ici, il emmène tout. C'est politiquement extraordinairement fort. Moi, ma cause, c'est de la merde. Donc c'est très très dur. Si vous voulez, on a des mécènes qui sont des mécènes très importants. Hein. Aucun ne veut embaucher des gens condamnés dans leur boîte. On a réussi à faire en sorte qu'un soit embauché par le tunnel de Fréjus qui est en Haute-Savoie. D'accord ? Les syndicats ont attaqué le directeur pour embauche par favoritisme. Donc c'est très chaud, hein, c'est très très compliqué. N'oubliez pas qu'on est d'abord en crise. On est en crise. Les gens, vous savez, très souvent, moi j'ai arrêté de le faire, mais je me rappelle une fois, c'était il y a 4 ans, j'étais à Saint-Julien dans le Jura, et il y a une dame au fond qui avait levé le doigt, qui m'avait dit, si je comprends bien, M. Botton, moi pour que mon fils ait une formation et trouve un emploi, il faut que ce soit un délinquant. Très dur. Je vais vous raconter une anecdote qui n'est pas vieille, elle a 2 mois. Je suis avec la financière de l'Échiquier, qui est notre partenaire. Je les amène, je leur dis, on va faire des imprimantes 3D, et on va les mettre à Versailles. Et là, il y a une petite stagiaire qui est à la fac, dans le truc, qui dit, moi, j'aime même pas ça chez moi dans la fac. Implacable, hein. Et je trouvais que tu partais sur du très lourd sur le projet Saint-Julien. Et là, on se dit, tu ne deviendrais plus un poil à gratter ou un électron libre, mais tu deviendrais une force de proposition et presque un opérateur. Parce que je trouve que, et on a l'impression que le projet Saint-Julien, enfin excuse-moi, il a un peu foiré. Bah, c'est l'impression que j'avais eue. Mais c'est-à-dire que là, on a l'impression que tu rentrais dans quelque chose qui sortait un peu de quelque part celui qui est toujours là, qui gêne ou qui emmerde. Et je trouvais que le projet de Saint-Julien, si tu peux dire juste un mot, parce que là, tu arrivais sur du très très lourd. Parce qu'ensuite, ce projet, il devait être à Saint-Quentin, et quid, il y est, il va... Alors j'explique. Très rapidement, la prison de Saint-Julien, c'était une prison faite pour les petites peines, dans lesquelles on avait des pavillons. C'est Saint-Julien, c'est dans le Jura, et dans laquelle on avait des formations, des psys, des choses comme ça. Et on avait, une fois que les gens étaient dans la prison, au bout de 6 mois ou 7 mois, ils pouvaient travailler dans un espace ouvert dans lequel les gens du village pouvaient venir. Bon, là, on était dans un village dans lequel il y a eu, les syndicats ont fait un énorme travail en disant oui, il vous dit qu'il ne met pas les violeurs, mais finalement il va mettre les violeurs, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis le gouvernement a changé. Donc les gens que moi, le président a changé, pardon, lorsque les gens que moi je ne voulais pas incarcérer, mais incarcérer, Taubira, elle, comme moi, ne voulait pas les incarcérer. Donc le projet de Saint-Julien, tu as effectivement beaucoup travaillé, est devenu le projet de Saint-Quentin-Fallavier, qu'on a ouvert à toute pompe avec le soutien de Total. On l'a ouvert à toute vitesse. Le problème, c'est que là, nous, on est tributaire de la pénitentiaire. C'est-à-dire que, si tu veux, on ne peut pas avoir de condamnés quelque part pour comparer nous, toi, tu ne t'affrontes pas. Tu veux construire un hôpital, tu construis un hôpital. Il faut le terrain, le permis de construire. Tu veux des malades, tu as des malades. Moi, je ne peux pas. C'est-à-dire que, si tu veux, je suis obligé d'avoir j'ai une administration en face de moi, des magistrats, ils me fournissent ou ils ne me fournissent pas. Et je n'ai pas accès au truc. Donc le projet de Saint-Quentin qui a ouvert et qui est actuellement fermé, a été fermé parce que la pénitentiaire m'a envoyé que des mecs très lourds, dont je n'ai pas pu vérifier. Et d'ailleurs, je vais raconter l'anecdote parce que le papa est là. Laurence Naon, la fille de Paul, a fait un très long reportage de 13 minutes dans le journal de France 3. Et à ce moment-là, en voyant l'entendant le son de la voix, il y a quelqu'un qui s'est aperçu que le gars qui était à l'antenne avait fait 27 braquages, il travaillait dans une chocolaterie, et les employés n'ont plus voulu de lui, et nous on s'est penché à ce moment-là, comme on a pu, en posant des questions sur le passé des gars, et les gars étaient tous des gars très lourds, la pénitentiaire nous a envoyé que des gars très lourds. Mais alors, je vais arrêter parce que... Mais il faudrait presque que tu cibles au départ. C'est comme nous, quand on ouvre un hôpital, on dit on va pas prendre tel cas, parce qu'on ne veut pas de casse au début. Il
Il faudrait que tu prennes, je sais pas, les excès de permis de conduire, la barrette de shit et pour essayer de valider. Il faut d'abord que tu valides ton concept. Eric, pour arriver à ça, il faut que tu aies accès au casier judiciaire. Or, on n'y a pas accès. Donc, si un magistrat ne veut pas... ma seule façon d'y avoir accès, c'est discuter avec le détenu et que le gars le dise. Sans ça, je n'y ai pas accès. Et l'autre chose, quand même, je veux te dire quand même des choses, mais j'aime qu'on me challenge, comme dit Paul, j'aime beaucoup ça. Deux choses, quand tu arrives, toi, quelque part chez un médecin, tu es un professeur de médecine. Moi, quand j'arrive, je suis un ancien détenu qui a touché à la politique. Tu vois, non, Eric, non. Non, je ne peux pas savoir ce qu'est ta condition de professeur de médecine, tu ne peux pas savoir ce qu'est ma condition d'ancien détenu. Mais moi, je te le dis. Je te le dis, c'est ça, je peux t'assurer que je le vis. Et pourquoi tu dis ancien détenu politique? Non, ancien détenu ayant touché à la politique. C'est un facteur aggravant? Ah ben bien sûr. Bien sûr. Ah, bien sûr, je pue. Voilà, je te parle tout à l'heure de Nicolas Sarkozy. Sarko, j'ai jamais rien fait pour lui, je le connais depuis 23 ans, il m'a toujours soutenu, il a été... Voilà, mais aujourd'hui il est pris dans les affaires, je pue donc, je suis embarqué avec lui. Tu comprends ce que je veux dire? Quand Hollande est arrivé, la personne, il y a deux personnes qui nous ont sauvés, c'est Yannick Noah. Voilà, je suis allé voir Yannick, j'ai dit Yannick, c'est une catastrophe, moi je vais tamponner Sarko, alors que je ne fais plus de politique, du tout, ça ne m'intéresse pas. Je vais tamponner Sarko, mon truc est mort, et Yannick a dit, ok, on va faire un message, et comme c'est le seul mec qui est allé chanter le soir du truc, ça nous a sauvés, et la deuxième, c'est Fabienne Servan-Schreiber, qui était la porte-parole de notre association, qui est absolument extraordinaire, et qui m'a dépolitisé auprès du truc, voilà, mais très honnêtement, non, et puis en plus, il y a plein de choses, il y a un passé, aujourd'hui, vous avez, les régions ont changé, il y a des tas de gens qui sont au pouvoir des régions, qui sont des gens que je connais, qui n'ont peut-être pas forcément envie de me rencontrer. Et puis, je répète une chose, vous êtes tous là, vous avez envie d'avoir une prison à côté de chez vous? Voilà, c'est tout. Donc, le truc, il faut, quand je vous dis que c'est politique, si on vous ouvre, c'est intéressant, Eric, parce que ça montre que mais j'adore, mais si on vous dit qu'on ouvre un hôpital, super. Ah, super. L'hôpital, super. On ouvre une prison, ah, pas super. Non, pas super. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Donc, il faut trouver le lieu. Une fois que tu as trouvé le lieu, c'est le bordel. Les syndicats viennent parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui leur échappe. On a fait voter les habitants. On a perdu à 8 voix, mais on a perdu. Le conseil d'administration, d'élus a quand même tenu, a quand même voulu faire. Mais c'était mort, ça a changé, ça a voulu faire. C'est comme ça, voilà. Quand je dis que c'est un combat très très dur, voilà, qui a envie, même si on est humaniste, même si on est tout ça, qui a envie d'avoir chez soi ou d'avoir dans son entreprise quelqu'un qui a un passé judiciaire? Ça dépend quel passé. Oui. Faut-il encore que vous le connaissiez, madame? Je suis d'accord. Faut-il encore que vous le connaissiez? Et maintenant, je vais vous dire quelque chose, madame, parce que c'est important. C'est quelque chose qui m'est opposé par les magistrats. Moi, je dis 5 ans hors crime sexuel et crime de sang. Bien. Mais il faut que vous sachiez, quelqu'un qui est dans la délinquance de trafic de stupéfiants, il va prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, d'accord? Mais il est vachement difficile à réinsérer. Maintenant, je vous prends l'exemple de quelqu'un, rentré chez lui, il a vu sa femme ou son... peu importe, il a fait un crime passionnel, il tire dessus. Il tue quelqu'un. Il prend 7 ans. Quel est le plus facile des deux à réinsérer? Voilà, donc il faut faire très attention à tout ça. On est sur de l'humain, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Mais en tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est pour ça que je suis très fier et très honoré d'être devant vous, c'est que c'est une cause extraordinairement difficile. Et quand j'ai la chance de pouvoir parler devant des gens comme vous et de vous montrer comme c'est difficile, je sais que là, je sers ma cause.